Good Evening Business, le débat. Avec ce soir, Audrey Tcherkov, Franck Boisiz de Libération. Bonsoir, Rodolphe Bonas, PDG d'Aristide Retail Technologies, et Emmanuel Le Chypre, qu'on ne présente plus. Audrey, donc la question de l'année pour nous, les Français et un peu partout ailleurs, c'est récession ou pas récession en 2023 ? Alors, récession ou pas, c'est une bonne question en effet. L'Europe y est quasiment déjà rentrée au dernier trimestre 2022, avec des récessions jumelles de chaque côté de l'Atlantique et qui tirent évidemment vers le bas l'économie mondiale. Bon, maintenant, comme Rodolphe le disait, ce qui va mal aller, c'est la consommation des ménages, qui a bien tenu en 2022 parce que toutes les aides que l'on connaît apportées par l'État, mais elle va forcément maintenant pâtir de l'inflation qui continue d'augmenter, même si Emmanuel Le Chypre nous dit que tout va bien, et que donc on va avoir un souci au niveau du moral des ménages. Et pourquoi est-ce que ça m'inquiète ? Parce que ça veut dire que la politique monétaire, elle va continuer de se durcir, et donc hausse des taux, et ça va peser mécaniquement sur l'activité et à terme sur l'emploi, et peut-être même que les plus de 100 000 emplois supprimés dans la tech américaine ces derniers mois, eh bien, sont un début de la crise à venir. Franck Boisiz, vous n'étiez pas vraiment, on en parlait avant la pub, pas vraiment confiant pour cette année ? D'autant plus que la hausse des taux d'intérêt, on peut le rajouter, va peser sur la capacité soit d'endettement, soit d'investissement, que ce soit des ménages ou des particuliers, ce qui n'est pas une bonne nouvelle dans un certain nombre de secteurs et qui va rejoindre peut-être des inquiétudes sur le commerce. Et puis, raisonnons budget des ménages. Quand, à partir du 1er janvier et du 1er février, le bouclier tarifaire se remonte de 15%, c'est-à-dire que les ménages vont devoir encaisser 15% de factures énergétiques supplémentaires, ça va se faire au détriment de la consommation. Autre élément qui me semble important, dans cette période particulièrement compliquée, le taux d'épargne a augmenté. Parce qu'il y a un besoin d'épargne de sécurité pour faire face à des lendemains qui malheureusement risquent de déchanter au risque de contredire Emmanuel. Donc tous ces éléments-là, mis bout à bout, ont du mal à déclencher un optimisme délirant quand on observe tout cela. Rodolphe, les Français consomment moins, épargnent plus. Alors, vous le voyez ça ? Exactement. Ça, c'est une vraie réalité. On voit, il y a une vraie contraction. 18%. Exactement. Et c'est pas nouveau, parce que souvenons-nous de cette fameuse période de Covid, finalement, qui avait permis de faire grossir le petit portefeuille des Français, particulièrement de ces Français. C'était l'épargne forcée, on peut Exactement, c'est l'épargne forcée. C'est pas la même épargne. Voilà, tout à fait. Pareil. Je suis complètement d'accord. C'est pas la même épargne, mais n'empêche que ça fait grossir cette fameuse épargne des Français, qui aujourd'hui est vraiment le lieu principal dans lequel on va trouver de la croissance. C'est là-dedans qu'il faut aller taper. C'est là-dedans il faut qu'on puisse retrouver cet élément. Or, qu'est-ce qui fait que les Français désépargnent, c'est lorsqu'ils ont une confiance dans l'avenir. C'est-à-dire on commence à taper dans l'épargne quand on se dit que finalement demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est vraiment là qu'on doit accompagner l'ensemble des ménages pour relancer et redynamiser l'économie française. Après, au niveau mondial, petit point, la vraie question, et j'ai trouvé que c'était quand même intéressant ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est intéressant qu'on nous éclaire en disant finalement, lorsque vous avez l'Europe tous ou la Chine s'enrhume quelque part, heureusement, le géant américain semble, lui, préserver tout le monde, c'est-à-dire à la fois au niveau géopolitique, mais aussi économique. On est tous en attente de ce géant américain qui doit se comporter pour nous aider, pour nous porter. Je trouve que c'est quand même intéressant. Alors juste par contre, si le PIB au niveau de la planète ne progresse que de 1,9%, on va rentrer dans une récession mondiale. Oui, c'est la définition du FMI. Ouais. Oui, c'est la définition du FMI, sachant que la définition d'une récession, pas pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment deux trimestres consécutifs de PIB, et on n'y est vraiment pas. Donc il ne faut peut-être pas être que alarmiste. Emmanuel, alors vous êtes justement anti-alarmiste visiblement. Donc, vous gardez le moral et vous dites que les agents économiques gardent le moral aussi. Je suis à peu près d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre des uns et des autres. Ça tombe bien. On veut du débat. Quand vous dites la consommation, c'est la variable importante, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la consommation n'est jamais la variable qui fait. Alors c'est pas 50% du PIB en France. C'est pas ça. C'est que c'est un socle. Mais ce qui fait les variations de la croissance, c'est l'investissement, c'est pas la consommation. Donc, dans ce qui fait varier la croissance, donc ce qui fait la conjoncture, c'est pas la consommation. La consommation, c'est un socle, c'est une inertie. Mais ce qui fait varier la consommation, c'est les stocks. Ce qui fait varier la croissance, c'est les stocks, c'est l'investissement. Donc, oubliez la consommation. Le pouvoir d'achat, il résiste quand même plutôt bien. Vous allez avoir toutes les hausses de salaire qui vont arriver. Il y a tous les revenus indexés. Je vous rappelle quand même qu'il y a la moitié des Français qui sont relativement protégés de par les indexations multiples quand vous prenez le SMIC, quand vous prenez tous les minima sociaux, etc. Donc il y a quand même beaucoup. Les indexations ne rattrapent pas les augmentations. Le bouclier, ça fait 20 € par mois, ok. C'est une somme. Mais ça fait des arbitrages, Emmanuel. Ça fait des arbitrages. Oui. L'épargne, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, quand vous avez un niveau d'inflation entre 2, 3 et 6, 7%,
le réflexe des ménages, c'est d'épargner. Quand vous allez avoir l'inflation qui va commencer à refluer et qu'on va se rendre compte que cette bouffée d'inflation n'était que passagère, vous aurez forcément un effet compensation sur la consommation. Et puis, encore une fois, c'est pas très grave qu'on ait plus 0,1 ou 0,2 et qu'on évite la récession, ou qu'on ait moins 0,1 ou 0,2 et qu'on soit techniquement en récession. Ce qui compte, c'est qu'on retrouve un mode de fonctionnement à peu près normal de l'économie mondiale, c'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement fonctionnent mieux. Ça veut dire que regardez toutes les bonnes nouvelles sur les matières premières, elles sont toutes en train de baisser. Regardez les récoltes de céréales et de blé, elles n'ont jamais été aussi abondantes depuis 15 ans. Regardez le pétrole, regardez la Chine effectivement qui de toute façon subit des pressions récessives, mais dont on voit bien que pour des raisons politique, on les a déjà évoqués ici, c'est sauvons la croissance à tout prix. Elle a même sacrifié sa politique sanitaire de zéro Covid sur l'autel de la croissance. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de catastrophe économique en Chine. Un krach immobilier, un krach financier, c'est pas grave, ils ont les moyens de se le payer. Donc le FMI n'est pas d'accord avec vous. Oui, il a justement dit on va avoir des mois très durs parce que là l'activité est à l'arrêt complet. On va avoir quelques mois très durs, mais quand vous avez une situation économique telle qu'elle est en Chine aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir d'inflation. On va revenir sur le premier élément. Je termine sur deux choses qui, moi, m'inquiètent par contre, effectivement, mais qui cyniquement ne sont pas majeures au niveau macroéconomique. C'est que oui, moi, c'est le mur de la facture énergétique pour tout un tas de petites entreprises et de plus grandes. Et je pense que ça ne va pas continuer comme ça. Moi, je pense que vous ne pouvez pas, si vous voulez demander à des entreprises de payer pendant 1 an, des factures de gaz basées sur des niveaux qui ont été atteints seulement pendant 1 mois ou 2. Ça, c'est pas possible. Et ça, voilà. Ça, des exemples, on tous les jours. Et puis, j'ai quand même une inquiétude, alors pas pour le marché de l'immobilier en Chine, mais pour nos marchés immobiliers à nous, où là, on est quand même sur des formes d'asphyxie des marchés immobiliers qui posent problème. Mais les taux d'intérêt, je veux dire, l'essentiel de la hausse est derrière nous. C'est terminé. Vous aurez des baisses de taux d'intérêt en 2023. Bon, Franck Boisy. Simplement. Emmanuel Le Chypre parlait de l'importance de l'investissement dans la macroéconomie. Comment peut-on avoir des chefs d'entreprise qui vont vouloir investir pris entre des taux d'intérêt qui ont augmenté et des perspectives un peu compliquées quand l'heure est à la baisse de la production, voire la fermeture de certaines unités de production? Est-ce que quand on est à la tête d'une entreprise, on se projette dans de l'investissement, dans de la machine-outil, dans du matériel, dans des terrains, Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que quand vous regardez les prévisions d'investissement aujourd'hui, ça tient le coup. Quand vous regardez les prévisions d'embauche aujourd'hui, ça tient le coup. Et on n'est plus sur le même marché du travail. C'est-à-dire que faire mécaniquement le lien entre le niveau de croissance et le niveau d'emploi, etc., c'est terminé, c'est plus possible. Quand vous avez 2 entreprises sur 3 qui ont des difficultés à recruter aujourd'hui, qui gardent d'abord leurs salariés, qui font tout pour les garder et qui recrutent quand même parce qu'elles se disent si dans 6 mois ça repart, je n'aurai pas la main-d'œuvre disponible. Je rappelle qu'il y a une entreprise sur 2 qui est contrainte au quotidien dans son activité, dont l'activité est freinée par la pénurie de main-d'œuvre. Donc avant que le marché du travail cale et avant que l'investissement cale, il faudra d'autres mauvaises nouvelles que ceux que vous mettez sur la table. Je rajouterai néanmoins 2 bémols. Le premier, je parle sous le contrôle du spécialiste de la consommation, il y a quand même un segment de retail qui fonctionne très bien, c'est le hard discount. On a des enseignes qui cartonnent en ce moment, et c'est quand même un signe d'une consommation qui est consolidée, premier prix, ou qui est transposée vers le premier prix. Je pense que ça, on ne peut pas c'est ne une pas réalité. Ensuite, pour ce qui est du mur des échéances qui attendent les entreprises, je crois qu'on a oublié quand même qu'au sortir de la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont eu des décalages de paiement de charges sociales et des prêts garantis par l'État. Et que ça se cumule maintenant, ça arrive. Le remboursement des charges sociales qui n'ont été non pas annulées mais gelées et des prêts garantis par l'État va arriver maintenant. Donc le mur de la dette, avec les défaillances qui pourraient arriver ensuite, c'est maintenant que ça se passe. Oui, surtout que Emmanuel Le Chypre dit qu'on n'aura pas de hausse de taux, alors que Christine Lagarde a dit précisément l'inverse il y a quelques semaines. Dans les prochains mois, que ce soit Jérôme Powell ou Christine Lagarde. On est le 2 janvier 2023, il reste encore peut-être une hausse de taux dans les tuyaux. Bah oui, mais non, pas une. Une, deux. Non, mais une ou deux, ça peut avoir un impact conséquent, Emmanuel. Attendez, en juillet, on était à 0. On est passé à 2,5. On ira à 3 maximum. On ira à 3 maximum. On est déjà à 3 pour certains. Oui, non, mais je parlais sur les taux banque centrale. Après, sur les taux longs, on y est effectivement, mais vous verrez qu'on n'ira pas beaucoup plus haut. Et vous verrez qu'on aura des baisses de taux d'ici 2023. Mais le FMI, c'est comme à chaque fois. Si vous voulez, le FMI... Non, mais là, on vous parle des banques centrales. Mais c'est la même chose. Les prévisions, elles sont faites de la même façon. Donc, si vous voulez, c'est toujours des prévisions qui sont en retard et à contre-temps. Allez, on marque, justement, nous, pour pas être en retard, on marque une pause, Audrey? Une petite pause de 30 secondes, on se retrouve. Parce que Rodolphe avait quelque chose à dire, mais ça attendra la pub. Ouais, voilà, teasing, faut toujours un teasing. À tout de suite. À tout de suite. Good Evening Business
sur BFM Business. Émission exceptionnelle sur BFM Business. Tech & Co se délocalise à Las Vegas pour le plus grand salon du monde de la tech, le Consumer Electronics Show. Quelles sont les dernières innovations grand public de la planète? Retrouvez tous les produits prometteurs et la technologie du futur qui feront les tendances 2023. Tech & Co, présenté par François Sorel depuis le CES de Las Vegas, le 5 janvier à 20h, le 6 à 21h et le 9 janvier à 20h sur BFM Business. Paulette a légué sa voiture à son fils. Elle a légué ses poupées en porcelaine à sa petite fille. Elle a légué ses bichons à son neveu. Elle a légué sa maison à sa fille. Mais Paulette a aussi légué des rêves aux enfants malades. Faites un leg à l'association Petit Prince pour aider les enfants malades à réaliser leurs rêves. Politique comme de lettres ou de savoir. Chaque soir, ils ont rendez-vous avec nos décrypteurs pour décortiquer ensemble l'actualité. Une heure d'échange, piquant et incisif pour mieux comprendre les coulisses du pouvoir. Conversation, c'est tous les soirs et c'est seulement sur i24 News. BFM Business et toute la rédaction vous souhaitent de joyeuses fêtes. Good Evening Business, le débat. La deuxième partie du grand débat de Good Evening Business avec Audrey Tcherkov, Franck Boisise, Libération, Rodolphe Bonas et Emmanuel Le Chypre. Messieurs, bon, visiblement impossible de vous mettre d'accord sur 2023. Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Rendez-vous dans un an. Rodolphe, justement, vous a coupé la parole avant la pub. Oui, je voulais juste dire quelque chose, c'est que... Mais allez-y, vous êtes là pour ça. Je ne suis pas d'accord sur le fond avec Emmanuel, mais je vais quand même revenir. Ça fait 6-7 mois qu'on nous prévient que le mois prochain sera terrible, et finalement, il n'arrive pas. Donc peut-être qu'à fin, Emmanuel a peut-être raison, et on va tous espérer qu'il ait raison pour 2023. Alors, justement, en parlant du mois prochain qui arrive, ce qui semble à peu près sûr, c'est qu'on a, donc, comme vous le disiez, des prix de l'énergie qui augmentent de 15% pour les particuliers. Alors qu'il y en a une nouvelle, si je peux me permettre, c'est les prix de l'eau. Les prix de l'eau, oui, parce que... les prix de l'eau qui vont augmenter aussi significativement. assez fortement. Ouais, bon, et une réforme des retraites qui pointe le bout de son nez, qui arrive, enfin qui sera présentée la semaine prochaine. Est-ce que tout ça nous annonce une mini-crise sociale pour la rentrée, Audrey? Alors je pense que s'il y a une crise sociale, elle ne viendra pas de la réforme des retraites, parce que finalement, il y a une espèce de lassitude de la part des Français sur ce sujet, ils s'y attendent. En plus, le format pour lequel le gouvernement a opté, c'est un format que les Français connaissent, c'est-à-dire le décalage de l'âge, et puis au final, le grand projet du président de cette réforme par points, il a été abandonné. Bon, donc aujourd'hui, on a une réforme paramétrique qui va passer, à mon avis, sans trop de problèmes. Qu'est-ce qui va en revanche détériorer le climat social? À mon sens, c'est la question des salaires et des rémunérations, parce que la vraie préoccupation des Français, elle est là, maintenir leur pouvoir d'achat, sachant que le bras de fer a déjà commencé en fin d'année dans les entreprises, puisque depuis les ordonnances Macron de 2018, c'est comme ça que ça se passe, et je pense que ça va créer d'ailleurs une vraie différence entre les salariés des grands groupes qui vont être beaucoup mieux lotis que les autres, et je pense que la grogne et le ressentiment va venir de là. Franck Boisise. Je serais quand même tenté de dire que la réforme des retraites qui sera présentée le 10 janvier, elle intervient après le décret qui est en cours sur l'assurance chômage. Et donc, on va avoir quand même un effet de collision qui peut générer du mécontentement. Parce que ce qui se passe sur l'assurance chômage, sur le durcissement des conditions d'indemnisation, provoque du mécontentement. Il y a une petite surprise de fin d'année d'ailleurs, la durée d'indemnisation qui serait réduite de 40% si on passe sous les 6%. Ça c'est tombé au JO comme ça, voilà, sans qu'on soit au courant. Et on a vu la réaction des syndicats, pour le coup, toutes obédiences confondues, si j'ose dire. D'ailleurs, la numéro 2 de la CFDT sera votre micro demain soir, évidemment. Donc, on parlera de ça avec elle. Premier élément de mécontentement qui va venir se collisionner avec les retraites. Si on est sur cet âge symbolique de 65 ans, même de manière décalée, dans un certain nombre de secteurs, je pense notamment SNCF, RATP, où on revient de régimes spéciaux, on va bouger. Et d'ailleurs, à la SNCF, on l'entendait, la grève qu'on a vue au mois de décembre, c'était une sorte de répétition avant le débat sur les retraites. Donc, il y a, à mon avis, un risque de mécontentement social grandissant. S'y ajoute à ça, et on le voit dans les différents collectifs qui sont en train de se créer, les boulangers, les médecins,
Tout à fait. On va avoir les laboratoires qui refusent de faire remonter les analyses Covid. Donc, de la part des médecins ou des laboratoires, c'est des réactions qui sont un peu plus inattendues que dans d'autres secteurs de la vie économique. Ça, c'est sûr. Et donc, tout cela peut se coaguler dans une forme de mécontentement. Alors, c'est peut-être pas les gilets jaunes au rond-point, mais c'est en tout cas un certain nombre de professions qui manifestent bruyamment leur mécontentement, qu'on n'entendait pas systématiquement avant, et qui peuvent donc s'agréger et prendre dans l'opinion publique. Rodolphe Bonas. 2 remarques. La première, pour rebondir là-dessus, c'est que c'est vrai qu'on a sans doute un climat d'un mécontentement social plus ou moins généralisé, mais qui ne donnera pas forcément lieu à un mouvement social généralisé. C'est-à-dire ce dont on assiste, c'est que, évidemment, sur ces dernières années, on voit des comportements sociaux qui sont extrêmement ciblés, très catégoriels, et qui finalement font valoir leur spécificité, leurs revendications au travers de mouvements dans lesquels ça nous touche directement. On dit attention, les fameux laboratoires d'analyse, et donc du coup on vit ces laboratoires d'analyse. Alors après, il y a certaines catégories, comme bien sûr dans les transports ou dans l'énergie, on l'a vécu juste avant Noël en France, où là, quelque part, un petit nombre de personnes arrivent à créer de très grands désordres. Oui, en même temps avec une mobilisation générale qui n'a jamais pris. Exactement, c'est ça que je voulais Mais avec signaler. un degré de sympathie dans le public. Regardez, la grève des contrôleurs, elle n'est pas fustigée par les passagers. Oui, c'est vrai. Et l'autre élément sur lequel je veux quand même rebondir, c'est ce fameux pouvoir d'achat. Parce que en fait, quand on regarde de près, c'est vraiment une notion qui est mise en corrélation entre une notion mathématique, vraiment pouvoir d'achat, et une notion beaucoup plus subjective, qui est le vouloir d'achat. C'est cette notion de se dire, finalement, j'ai envie de. Et quelque part, par moment, on peut se retrouver avec un pouvoir d'achat qui correspond à un vouloir d'achat qui est complètement différent. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, une des grandes problématiques, c'est arriver à combler cette notion de vouloir d'achat. Qui est en berne en ce moment, Exactement. Qui est aujourd'hui en berne, mais qui crée de la frustration quand même. Parce que c'est un vouloir d'achat qui est en berne sur une contrainte. C'est pas parce qu'on n'a pas envie d'acheter, c'est qu'on peut pas, ou on estime qu'on peut plus acheter. Et ça, c'est une vraie contrainte, et ça, c'est facteur de mouvement social. À cet égard, rendez-vous le 11 janvier pour le début des soldes. Ce sera comme un indicateur pour voir si cette période traditionnelle des soldes réanime ce que vous appelez le vouloir d'achat. Oui. Ça fait un moment que ça marche plus quand même, les soldes. Oui, les soldes, non, parce que c'est plus vraiment un événement. Enfin, c'est presque un autre sujet à part entière, quoi. Voilà, avec la mélange. Enfin, c'est pas moi qui. C'est sûr. Les promos, Internet, etc. Exactement. Mais bien sûr, ça reste quand même un thermomètre de l'envie de consommer des Français. Emmanuel. Non, je suis assez d'accord globalement. Je pense qu'effectivement, on y est arrivé. Je pense que mais c'est très inquiétant. On a mis 20 minutes. C'est très inquiétant, Emmanuel. La réforme des retraites ne déclenchera pas de mouvement social majeur. Alors, si quand même, je ne crois pas qu'il y ait de possibilité d'agrégation des différents mécontentements catégoriels, parce que ce sont vraiment des revendications très spécifiques. Sur la revendication des grandes entreprises publiques, moi je pense que la SNCF a quand même grillé une grosse cartouche, malgré elle. Les syndicats, disons, les mouvements revendicatifs de la SNCF ont quand même grillé une cartouche, parce que contrairement à ce que dit Franck, c'était un mouvement extrêmement impopulaire que celui des contrôleurs, et que les syndicats se sont mis quand même à dos une bonne partie de l'opinion publique dans cette affaire, et que de toute façon aujourd'hui il y a dans l'opinion publique du secteur privé, entre guillemets, une forme de ressentiment vis-à-vis des salariés du privé privilégié, entre guillemets, c'est-à-dire ceux des grands groupes du CAC 40 et ceux de la fonction publique. C'est-à-dire que les petits salariés du privé aujourd'hui n'en peuvent plus des grèves chez Total, des raffineries, de ces dizaines, quelques dizaines de personnes, voire centaines, allez, au total, qui ont le pouvoir de paralyser le pays et qui ne sont soumis à aucune concurrence, globalement. Voilà. Oui. Et ça, il y a une pression sociale là-dessus, et les gens ne descendront pas dans la rue pour défendre ça. Et puis, contrairement à ce que dit Rodolphe, quand même, on ne peut pas s'en empêcher. Non, oui, parce que ça n'est jamais dans les moments où le pouvoir d'achat est en difficulté que les gens manifestent. Ça, c'est vrai. Parce que, en gros, c'est un arbitrage entre la peur et la colère. Et grosso modo, quand vous avez peur, vous ne descendez pas dans la rue. Colère, c'est vrai. Et en fait, les grands mouvements sociaux se situent toujours dans des mouvements de reprise de l'économie. Et donc c'est pour ça que, grosso modo, quand on cumule tout ce que vous avez dit, Audrey, sur les retraites, Franck, sur les revendications catégorielles, etc., moi, je pense que, finalement, on a quand même des chances d'avoir
un début d'année socialement qui sera pas complètement catastrophique. Explosif. Surtout, je pense que la décrue de l'inflation interviendra. Alors pas tout de suite parce que nous, avec effectivement nos dispositifs spécifiques à nous, bah, du coup, on va avoir une bouffée d'inflation supplémentaire, alors que dans les autres pays ça baisse. Oui. Mais globalement, on doit être à 7%. Là, globalement, ça devrait passer. C'est comme d'habitude, hein, la France démarre. Ça devrait passer, c'est-à-dire ça dure un peu. il y aura encore des trains, il y aura encore des avions, un peu d'électricité. Il vous a quand même pas échappé que Emmanuel Macron a décalé la présentation du projet de réforme des retraites d'un mois, parce qu'elle tombait en plein milieu de la grève des contrôleurs et qu'il craignait visiblement quand même que ça ne mette un peu plus le feu aux poudres. Donc, augurer d'une fin d'hiver socialement très calme, je trouve ça quand même un petit peu audacieux. Je ne crois pas à la paralysie du pays type... Moi, je veux bien préciser, je pense que c'est de plus en plus compliqué de mobiliser un pays entier, c'est-à-dire les grandes grèves de 95, comme on les a connues, toutes catégories, tout mouvement. Non, mais surtout que ce qu'on n'a pas encore dit jusqu'à présent, c'est que 2023 va être très dense en élections professionnelles, puisque là, on va avoir dans de très nombreuses entreprises des votes pour le renouvellement des CSE. Donc ça, c'est la conséquence directe de la loi de 2018. Et je ne sais pas si le législateur avait prévu ça, hein, puisque ces votes doivent être renouvelés au maximum 4 ans après. Donc là, ça y est, on y est. Et du coup, ça veut dire qu'elles vont être organisées quasiment tout en même temps. Et ça va forcément accroître les tensions intersyndicales. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que mais arrêtez d'être d'accord avec moi, Emmanuel. La concentration du dialogue et des tensions va se faire dans les entreprises. C'est-à-dire finalement, parce que autre raison pour laquelle, alors peut-être il y a la réforme des retraites, mais effectivement, mais sinon, la colère des Français, elle n'est pas forcément particulièrement dirigée contre le gouvernement. On veut des augmentations de salaire et donc on défend notre cause dans les discussions avec les entreprises et ça c'est le jeu. On veut des augmentations de salaire, Emmanuel, au regard des résultats, notamment dans les grands groupes, qui ont été particulièrement importants. Et le rapport de force n'a jamais été aussi le partage de la valeur aux salariés. Donc qu'ils en profitent pour négocier. Il nous reste 1 minute. C'est ce qu'ils font. Ça a déjà commencé. Il nous reste 1 minute. Pour chacun d'entre vous, un point de vigilance pour cette année. Franck. Clairement, les effets de la réforme des retraites. C'est-à-dire la manière dont va être accepté le 10 janvier, je pense, c'est une date vraiment importante parce que je ne pense pas, pour employer une expression un peu populaire, que ça puisse passer crème. Bon, tout l'inverse d'Emmanuel. Rodolphe, juste pour moi, vraiment. Un point de vigilance. Mon point de vigilance, c'est focaliser sur les TPE-PME, qui vont quand même vivre 3-6 mois très compliqués. Augmentation de certaines catégories, on en parle souvent, les boulangers, les petites chaînes de production, certaines sociétés de l'agroalimentaire. Les défaillances d'entreprises qui remontent, c'est elles. Et ça, c'est vraiment dur, parce qu'il y a un drame à la fois économique, mais aussi social. Et social, bien sûr. Emmanuel, le mot de la fin, un point de vigilance. Moi, j'en ai rien aussi. Bien sûr. J'ai bon. Ah bon, alors très bien. Écoutez, moi je dis qu'il faudrait vraiment arrêter d'appuyer en même temps sur la pénale de frein et sur la pénale d'accélérateur, c'est-à-dire que les politiques monétaires au niveau des banques centrales et budgétaires au niveau des États se mettent enfin d'accord, en tout cas se coordonnent. Très bien. Allez, c'est une bonne feuille de route. Merci. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup à tous pour ce débat. Franck Boisise, Rodolphe Bonas. On va parler de la transition écologique. Mais ça va. Vous revenez demain. Je vous ai donné une journée de répit, Emmanuel. Voilà. Le réveillon est prolongé. Et merci, Emmanuel. C'est déjà fini la première heure, en tout cas, de Good Evening Business. Audrey, ça passe super vite, comme l'an dernier. Émission à retrouver en replay, réseaux sociaux, podcast. Vous pouvez lâcher même le QR code et vous retombez sur le replay. Dans un instant, deuxième partie de Good Evening Business avec Denis Ferrand, quelqu'un que vous connaissez bien, patron de Rexecode. On va voir lui aussi sa lecture pour 2023. À tout de suite.